L'avant-garde, je crois que l'avant-garde, ça n'existe pas. Il y a le désir, donc, c'est peut-être comme ça que ça peut s'expliquer, de vivre dans une curiosité presque pathologique de la vie, du segment de société et de terre dans lequel on est, avec le désir de savoir pourquoi et comment on se déplace à l'intérieur de cette parcelle d'activité, de vie, de passion. C'est une sorte de course en avant, de course folle, dans la recherche d'une explication de soi-même. Je crois qu'il y a une part d'égoïsme et dans le bon sens et d'honnêteté, en tout cas vis-à-vis de soi-même, qui pousse à aller le plus loin possible dans son imagination, dans son action. Et je pense que c'est déjà pas si mal comme programme. Ça évite la morbidité d'un certain nombre de personnes dans cette société qui ont tout pour devenir morbides, n'est-ce pas? Alors il y a peut-être une naïveté, et si c'est cela le cas, je me félicite d'avoir eu cette naïveté qui consiste à dire je veux savoir un peu plus, un peu mieux. C'est tout. Alors c'est ça l'avant-garde, savoir un peu plus, un peu mieux. C'est une curiosité que nous dirons religieusement saine, humainement parlant. La curiosité est insatiable, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, c'est seulement la capacité, le temps de vie, le temps d'expression, le temps de trouver, le temps d'assimiler, le temps une fois encore, qui amène seulement à s'organiser à l'intérieur de cette sphère temporelle. Il n'y a pas de limite, je ne connais pas, il n'y a pas de limite. Maintenant je suis un vieil homme, hélas, le corps est vieux, mais l'esprit est resté jeune, c'est le drame. Il y a une dissociation regrettable, il y a un décalage. Tant pis, c'est comme ça. Mais je continue à penser la même chose et je regrette justement de voir qu'il faut accélérer peut-être un peu dans l'exigence de la recherche de soi et de la compréhension de l'autre. Il y a une gourmandise qui est difficile à satisfaire, mais du moment qu'elle existe, bravo, je le souhaite à beaucoup de gens, à tout le monde. Il y a un joli mot, je ne vais pas le prendre pour moi parce que ça serait d'une prétention insolente. C'est pas tout à fait mangeant, je crois, c'est comme ça. Je pense qu'on appelle ça le charisme. J'ai donc peut-être quelque part une petite part de charisme. Je ne l'entretiens pas, je l'ai en moi. Là aussi, on retrouve cette notion de naïveté. Naïveté, c'est-à-dire une facilité à aimer la vie. Au fond, c'est peut-être parce que j'aime la vie et qu'ils trouvent quelqu'un comme eux qui vit avec leur sensibilité, comme je vis avec ma sensibilité, qu'il y a une attirance normale et dans la mesure où vous occupez une place qui va pouvoir les concerner, les intéresser, ils vont fatalement avoir leur intérêt
appelé par votre existence. Alors, et c'est bien comme ça. Donc, c'est faire œuvre utile en donnant un peu de sa joie à d'autres qui sont finalement comme vous. Mais si vous avez quelques moyens, ils savent et il faudra, et c'est sans douleur bien sûr, c'est avec bonheur, il faudra donner ce que vous pouvez offrir. Au fond, aider les artistes, aider les gens à être présents vis-à-vis d'eux-mêmes dans cette société, dans la révolution, c'est faire preuve de peut-être d'amour. En disant qu'il y a un échange il y a une addiction amoureuse entre les autres et nous qui fait que lorsque vous êtes nous et que vous pouvez, vous devez. Et peut-être que confusément, de façon plus ou moins analysée ou même pas du tout analysée, il y a cette attirance que l'on réduira par une qualification simpliste du type magnétisme. Alors ça facilite les choses, on parle de magnétisme. Après tout, ça n'a pas d'importance. Il y a, une fois de plus, je dis, il y a le bonheur à vivre et le bonheur à donner. Et lorsque vous pouvez, dans le domaine de l'expression, de l'art, du spectacle, lorsque vous pouvez occuper la place de celui qui peut donner, à ce moment-là, il faut offrir tout ce que vous pouvez trouver chez l'autre qui vous ressemble. Et quel bonheur de se faire plaisir à travers l'autre. Et lui, alors, il est très content si vous lui offrez une scène, un cachet, quelques conseils, quelques remarques, de l'amitié, de la confiance, une espèce de Pâques qui n'a pas de valeur, mais qui est offerte à l'autre, où dedans il y a tout, le fait de lui dire je t'aime beaucoup, fais ce que tu peux, moi aussi, si nous devons voyager un peu ensemble, faisons-le, faisons un bout de chemin ensemble. Et les artistes ont besoin de cette confiance. Celui qui est en place va pouvoir offrir éventuellement, parce qu'il a peut-être les moyens, il a une responsabilité culturelle par là. Donc l'artiste, bien sûr, va être intéressé, celui qui porte le message, son message, il est fatalement intéressé, mais ce n'est pas chiche de sa part, c'est simplement parce qu'il a besoin d'un repère et d'une aide. Et lorsqu'il peut la trouver, c'est un immense bonheur qu'on n'a pas expliqué. On peut l'analyser, mais ce n'est pas très intéressant. Il faut profiter de cette situation. Je crois que c'est ça le bonheur, c'est de pouvoir offrir. Les autres le savent, donc ils ont peut-être cette lueur dans l'œil parce qu'ils sentent qu'ils ont un coup de main dans leur carrière, dans leur parcours. Voilà, c'est ça. Et pour moi, quel bonheur de trouver un garçon, une fille qui veut mieux définir dans son combat et son amour à vivre, qui veut mieux le définir, le porter à la connaissance de tous. Il y a un côté exhibitionniste chez les artistes. Alors vous le faites de l'exhibition que si vous avez les moyens de la faire. Ça va de la pudeur qui est imposée par la loi jusqu'à la réussite qui est offerte par le marché. Mais dedans, il y a une place formidable et un désir considérable. Donc si vous leur apportez la possibilité de se réaliser, ils vous aiment. Mais dans le bon sens du terme. Je n'ai jamais été un vrai pro, je ne suis pas issu du monde du spectacle. D'abord, il a fallu deux choses fondamentales que l'on peut retrouver dans d'autres cas ici, en général. Il a fallu un monarque qui avait les moyens, le pouvoir. Et il a fallu que ce monarque trouve un bouffon, qui était le fou furieux du roi, pour que ça fonctionne. Le monarque, ça a été Chaban, par exemple, même sûrement en grande partie, en très grande partie, puis qu'il était très fortement installé dans la vie politique avec des pouvoirs considérables. Il avait territorialement la possibilité dans cette région, et puis en France, d'avoir des décisions réalisables. Et moi, j'ai joué le rôle du bouffon du roi. C'est un rôle tout à fait classique. Le fou furieux. Alors, après, il y avait les mythes et l'intérêt que vous pouvez représenter
pour ce monarque, cet homme politique en l'occurrence, son utilisation, ou sa présence en tout cas, pour que ce soit moins péjoratif, sur le plan général. Quant à leur action, la justification de leur mandat de monarque, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, il y avait une épreuve. Alors l'épreuve a eu lieu, c'est-à-dire qu'il fallait que ça dure au moins une année, puis 2 ans, 3 ans. Alors, peu à peu, ça a duré beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que le résultat se trouvait pour le monarque intéressant, au point de vue public. Seulement, le monarque avait les épaules très larges, parce qu'il fallait qu'il soit capable, qu'il sache devenir impopulaire. En matière d'avant-garde, si un homme politique, un monarque, un décisionnaire, un homme qui a des responsabilités, ou une femme, n'a pas la capacité de devenir impopulaire et d'expliquer à tous pourquoi il est impopulaire, il ne pourra pas faire ça. C'est un luxe qu'il ne pourra jamais s'offrir. Il n'aura jamais de bouffon, car il ne saura jamais le protéger, le préserver. Chaban a eu cette habileté de bien m'utiliser, sachant que ça faisait plaisir, que j'étais rongé jusqu'à la moelle par mon désir de vivre avec le monde artistique et d'offrir toutes ces passions qui étaient disponibles, n'est-ce pas? Il était très puissant, donc il n'avait pas beaucoup de risques, ce qui n'empêche pas son personnel proche de me dire la fosse, faites attention à vous, et surtout au patron, parce que il appelait le général d'ailleurs, mon général, parce qu'il avait été général pendant la guerre, à la fin de la guerre, l'occupation. Il me disait, méfiez-vous parce que le stigma vous range le foie, mais il ne faudrait pas foutre le patron en l'air. Car il y avait, c'est vrai, des scandales, et la société dirigeante à l'époque, c'était une société bourgeoise conservatrice. Depuis, ça a changé. On en parlera peut-être. Ce monarque est devenu une société où la socioculture a remplacé dans les décisions les choix du monarque. Ça va de plus en plus vers ça. Le marché d'un côté, ou alors la socioculture avec ses structures de plus en plus lourdes administratives qui décident de la artistique. Alors, j'ai donc été protégé. Il fallait quand même savoir jusqu'où on pouvait aller pour ne pas aller trop loin. C'est vrai. J'ai toujours un peu pensé à ça, mais je dois reconnaître pas tellement. Du moment qu'il me semblait et que le groupe dans lequel je respirais, je prenais également connaissance de la vie artistique, culturelle, intellectuelle, dans la mesure où ce groupe pensait que ceci est une voie intéressante, précieuse, qu'il fallait accompagner, moi je savais que mon patron, le monarque, me laisserait aller loin. Il fallait que je sache quand même jusqu'où je pouvais aller pour ne pas aller trop loin. Il y en a qui s'arrêtent très vite, qui s'en tiennent à des programmes donc, qui viennent illustrer cela, des programmes très prudents, de grande qualité, sans histoire, dont on est sûr de résultat, ils sont cotés, fichés, on connaît le prix. Moi, c'était pas ça du tout. Il y avait la recherche du prix, bien sûr. Il y avait seulement la possibilité de savoir l'intérêt qu'on présentait dans l'innovation, dans le pousse-toi de là que je m'y mette, intellectuel, ce que représentait de frais de nouveau, et si possible, et tant mieux, le côté perturbant, révolutionnaire de leur démarche, il s'agissait de savoir cela. Après, je savais qu'il fallait éviter de faire monter, si tant que faire se peut, le public sur la scène, car on a connu des émeutes, c'est vrai. Il y avait donc des émeutes possibles du public contre les spectacles que j'avais proposés avec l'assentiment, la confiance du monarque, le maire. Mais je savais qu'il y avait un moment, il y avait des lignes qu'on ne pouvait pas les dépasser. J'ai dépassé ces lignes parfois, mais je pense pas trop, car on bénéficiait du label, et ça c'était merveilleux d'avoir un monarque qui avait su comprendre ça, on bénéficiait du label. C'est une opération exceptionnelle. Laissez faire. Ceci doit se faire. Moi, je cours. Par exemple, j'ai été témoin dans le bureau du maire d'un appel téléphonique. Après un festival, je faisais un compte rendu à Chaban-Delmas.
au président Chaban-Delmas, le maire est patron et monarque. Et le téléphone sonne, Chaban décroche, on lui passe le téléphone, et au bout du fil, Chaban disait oui, cher ami, tout ça, oui, oui, oui. Alors, j'étais dans le fauteuil en face de lui, dans son bureau, et oui, oui, d'accord. Et puis je vois Chaban qui fait ah, mais ils vont parler de quoi? Ligma, non, c'est Sigma, vous me parlez, monsieur le commissaire. Monsieur Campé, commissaire, tel commissaire de police qu'il appelait. En fait, pour lui dire, il y a eu des scandales hier dans votre festival, ça devient inacceptable. Et Chaban, bien sûr, là, pour les connaissances, et il dit, mais j'ai justement le responsable en face de moi. Il disait, mais écoutez, cher ami, c'est le patron de la police à bord, il s'appelait monsieur Campé, il a laissé les traces d'un passage très fructueux dans la discipline locale. Il a été bourré de talent. Mais Chaban dit, mais non, écoutez, cher ami, c'est Sigma, ça s'appelle Sigma, c'est la fosse qui s'occupe de ça. Laissez faire, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, je suis au courant et tout. Le type au bout du fil, je suppose qu'il était sidéré. Il portait le pet, car il était le porte-parole d'une société conservatrice héritée contre les Sigma. Il était donc celui qui allait mettre le feu, qui allait tuer les pétrons, n'est-ce pas? Et Chaban, il dit, mais non, laissez faire, mon cher ami. Il n'est pas mon pauvre ami, il pensait. Mon cher ami, c'est la fosse ici même. Mais non, c'est une chose très jeune, très nouvelle. Ne vous inquiétez pas, c'est ça. Il n'avait qu'une hâte, Chaban, c'était de lui dire, barrez-vous, je raccroche, j'ai autre chose à faire, puisque je l'ai devant moi, il faut qu'il me parle un peu de toutes ces choses. Voilà. C'est pour donner un exemple de la position défendue que j'occupais grâce au culot, à l'autorité, à l'abus de pouvoir de Chaban. Et là, ça peut être considéré comme un thème très intéressant sur la culture protégée par ceux qui ont la responsabilité des sociétés face à certaines situations. C'est évident qu'on voit partout actuellement une situation tout à fait différente. On le voit bien, et notamment à Bordeaux, où le travail de mes amis et disciples dans le métier culturel font des programmes de qualité très propres, très lisses, très formatés. C'est un peu péjoratif, j'aime pas beaucoup ça parce que les manifestations sont de très bonne qualité, tout ça. Mais à aucun moment, ils ne vont jouer au feu et devenir éventuellement, ce qui ne pourrait accepter car la carrière serait finie, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas avec Chaban, à quelque chose de près. Ils ne pouvaient pas devenir, ils ne peuvent pas devenir, ils ne veulent pas devenir, c'est pas dans l'ordre du jour, des terroristes pyromanes. Moi, j'étais un pyromane de la culture, et un terroriste par contre-coup. Mais c'est ce côté terroriste qui a fait que ce qui fut un scandale à l'époque est actuellement reconnu par l'académie la plus vieillotte qui soit, c'est celle de Bordeaux. Nous avons droit à beaucoup de lignes sur l'événement Sigma dans le cadre des activités culturelles du siècle passé. Donc voilà d'un seul coup la fin d'une avant-garde, Sigma est reconnu, tant mieux, et hélas, comme élément marquant la qualité de vie. Et on ne cesse, excusez du peu, de dire partout, ah mais Sigma, c'était pas ça, il y avait ceci, il y avait cela. Et subitement Sigma, après avoir été beaucoup critiqué par ce milieu prudent, bourgeois, d'une extrême qualité, d'une acuité spirituelle, intellectuelle et sociale indéniable, évidente, voilà subitement cette société qui se félicite d'avoir eu chez elle cet événement. Hier d'ailleurs, Barré ici a rappelé que mondialement on était connu, lui qui a beaucoup circulé, qui a été PDG de Beaubourg, qui a fait énormément dans le monde, qui est un érudit de première. Il a rendu un hommage très sympathique à Sigma. Et puis partout, après les gens m'ont dit, après la séance, nous sommes vus hier, il m'a dit, j'ai senti, vous ne pouvez pas recommencer. Alors c'est rigolo, recommencer. On ne recommence pas. Pour une très nombreuses raisons. Elles sont évidentes, hurlantes, ces raisons. Mais c'est donc ça la différence. D'un côté, on a des propositions qui sont équilibrées, justes, qui sont dans le spectacle, dans le divertissement, mais de qualité aussi. Et puis de l'autre côté, il y a les points extrêmes, des traces d'une société qui, par ses témoignages fulgurants, plus ou moins acceptables, montre qu'elle existe. Alors c'est très différent.
il n'y aura que celui qui protège, qui couvre cela, qui acceptera l'impopularité, les risques électoraux qu'il peut rencontrer pour empêcher une telle situation qui risque de déstabiliser. Je n'ai pas eu ça avec Chaban, donc c'est une très grande chance. Le monarque avait un bouffon qui a su aller très loin, mais qui l'a peu protégé. J'étais dans le cadre de ces possibilités protectionnistes. J'ai dit très vite que une des curiosités dans mes échanges avec Chaban, lui qui me disait toujours, je ne suis pas un intellectuel, tout ça. Moi j'aime le rugby, j'aime la bagarre politique, tout ça, en fait, tout ça c'est aussi des histoires parce qu'il était très sensible aux choses de là, mais c'est vrai qu'il courait très vite au-dessus de ça. Mais par contre, il a été curieux sur l'évolution de la société. Et j'ai beaucoup parlé de ça avec lui, et j'ai entendu un jour qu'il me disait, et qu'il en parlait à tout le monde, qu'il voulait, il voulait une nouvelle société. Et j'ai permis d'alimenter, je crois sincèrement, cette notion de nouvelle société. Je lui ai tellement raconté tout le soulèvement de cette humanité, de l'évolution des marchés, de la politique, qu'il a bien compris que ça veut bouger. Et j'ai un peu participé à confirmer chez lui, à faire naître un peu, à confirmer cette notion qu'il fallait revoir complètement sa copie avec l'humanité telle qu'elle se présenterait dans les décennies à venir. Voilà, j'ai donc un peu participé à la nouvelle société d'une certaine façon, très modestement. Je trouve qu'il y a une nostalgie qui me gêne parce que le côté muséographique dans lequel s'est installé Sigma, par la reconnaissance de l'Académie, qui a donc édité un travail sur Sigma, la gentillesse. Enfin, il n'y a plus de critique, alors que j'ai été sérieusement savonné par les politiques d'extrême gauche, par l'extrême droite, par la centre, tout ça, et puis beaucoup de fans partout, bien sûr. Voilà. Et puis il y a une nostalgie. On voit maintenant en fait que Sigma finalement avait une certaine utilité finalement. D'ailleurs, sur le temps, si c'est nécessaire, on peut dire que cette époque n'est pas du tout celle de Sigma, bien sûr, mais que ce qu'a fait Sigma pourrait à nouveau servir dans l'esprit, dans la forme d'intention, avec justement ce que fut Sigma. C'est-à-dire il faut refaire maintenant avec la même passion, la même audace, la même autocritique de soi, je parle à la société et au groupe, qui se fige dans des crispations autoritaires et hégémoniques. C'est un travail qu'il faut, sinon refaire, du moins prolonger, dans l'esprit. C'est-à-dire l'honnêteté de dire en dehors de contraintes qui sont nombreuses, économiques, bien sûr, sociales, et aussi technostructurelles, où la culture est prise en otage quand même, les artistes sont pris en otage, parce que l'on appelle, on a vu l'exemple à une réunion, je pense hier, par les experts. Je ne voulais rien dire parce que je ne vais pas apparaître, mais après j'ai été entouré par pas mal de gens, j'ai pas mal parlé, et j'ai dit recherche. La chance qu'il y a actuellement, c'est que les experts se dressent. On a vu les experts se dresser avec un discours, une dialectique parfaite, une bonne méthodologie. Mais on retrouve tout à fait le discours de cette faune d'experts, et c'est grâce à ça que Sigma a existé. C'est-à-dire que les experts à l'époque, c'était la société conservatrice locale, qui représentait un besoin d'une sorte de soulèvement. Sigma est né de ça, de ce besoin. Et c'est parce que Chaban l'a compris qu'il a tenté sa chance, en acceptant cette nécessité de dire aux gens, il y a le monde qui bouge. Bon, avec le Sigma, il a fait un tout petit chemin avec ça. C'est grâce aux experts, ce que j'appelle les experts, c'est-à-dire ceux qui distinguent les qualités d'une société, à garder ou à rejeter.
parce qu'ils sont nantis de pouvoirs sociaux ou techno-professionnels qui leur permettent ça. Les animateurs, par exemple, sont des experts. Ils sont nombreux. Ils sont formés à l'appel maintenant. Ils parlent avec une faconde extraordinaire. Ils sont merveilleux, absolument intolérables d'exigence et de présence et de qualité intellectuelle aussi. Et l'université en fournit énormément. Mais c'est absolument révoltant. La chance, c'est que celle que vous avez eue, vous allez la voir, car vous allez vous dresser contre les experts. Les experts sont tous par le monde, le marché, le market, le désir d'aller vers le divertissement pour les politiques. Ici, on donne du pain et du vin au peuple, n'est-ce pas? Les politiques ont toujours gardé cette notion romaine. La notion de divertissement est très forte. Et puis on parle aussi des cultures. Mais la culture, étrangement, elle est habitée par plusieurs corps d'intention. La culture, bien sûr, les gens la réclament, mais parce qu'ils veulent eux-mêmes y apporter ce qu'ils pensent, c'est-à-dire ils ont une notion personnelle de la culture, ils se considèrent dans cette société égalitaire et équitable comme des ayants droit. Et dès qu'ils sont porteurs d'un projet, ils s'imposent avec plus ou moins de véhémence et de talent dans le rappel de leur présence à qu'ils ont droit dans cette société. Donc c'est leur culture et leur vision au niveau de leur bagage, de leur coefficient intellectuel et dans le petit montage d'une proposition artistique qui vont s'imposer à cette société. Donc ils créent une position d'expert qui va venir contrecarrer les autres experts. Il y a une multitude d'experts qui apparaissent. Soit des techniciens formés pour cela, soit des individus qui s'autoproclament porteurs d'un message. Le meilleur, c'est le plus atroce. Si qu'ils puissent se retrouver et s'entendre entre eux, ils ne pourraient d'ailleurs passer que dans la coalition, la complicité de la tribu qu'ils vont former. Ils ne pensent pas la même chose, mais ils vont faire bloc pour lutter au nom d'une idéologie qui est celle qui doit exister pour se battre contre les ennemis. C'est-à-dire les autres, ce sont les ennemis. Voilà. Alors on voit cette confusion, à mon avis. Et on a envie de dire, les artistes, alors, ils appartiennent au milieu socio-culturel qui va décider de leur parcours. Ils vont être appréciés, jugés. Ou alors au milieu prestigieux de la société bourgeoise conservatrice qui jouit pleinement des qualités des œuvres d'art et qui les propage et qui définit évidemment l'extrême qualité dans laquelle se trouvent les artistes dont ils font la promotion et qui sont à retenir, et eux et pas les autres. Les artistes risquent d'être avec les experts, les otages de cette société. Alors il y a une autre question qui se pose, si puisque cette cohérence entre la société socio-culturelle et la société de prestige, comme les villes sans homme de prestige, on le voit avec l'acquisition qui a une portée politique essentielle, les villes européennes, la culture est jouée comme marché potentiel du devenir des cités. Les métropoles s'acharnent à devenir des lieux de grande consommation culturelle, telle qu'elle est conçue. Il y a donc maintenant il y a à nouveau à dire non, tout ça est à revoir calmement ou passionnément, mais méfions les experts. C'est à la fois plus facile maintenant, dans la mesure où on rassure le monarque, et on se plie à la diffusion centralisée de la culture, parce qu'il y a des fournisseurs, n'est-ce pas? Il y a des catalogues qui existent, et la culture à nouveau est disséminée comme les nets. On envoie sur la toile des messages que tout le monde va lire. La culture actuellement est diffusée par un central. Alors c'est soit la culture de marché, ou soit la culture officielle, celle des ministères, chargés de ce travail, qui prédomine. Mais en dehors de ça, il y a peu d'issues possibles, comme nous l'avons vu à l'époque, c'est-à-dire aller chercher des éléments, des items artistiques de ci, de là, les amener et en faire un mélange qui devenait explosif.
dans un contexte qu'il fallait savoir créer. C'est-à-dire, voilà. Aujourd'hui, le divertissement, alors danger, donc d'un côté, les politiques veulent les divertissements pour satisfaire le besoin des gens, que l'on pourra appeler, je pense à Régis Debray, qu'on pourra appeler l'homo festif. Nous sommes à l'époque de l'homo festif. Les hommes ont besoin de rire, de s'amuser pour des raisons sociales que l'on comprend compte tenu de la ternitude de cette société, de ses menaces. Donc, beaucoup la fête qui calme. Alors, des fêtes du vin, à Bordeaux en l'occurrence, ou des fêtes de la bière, ou des fêtes qui sont traditionnellement très précieuses et importantes, elles vont se multiplier, car elles protègent complètement le monarque dans ses engagements vis-à-vis des autres qui l'ont élu, n'est-ce pas? Voilà. Mais on n'ira pas vers des remises en question douloureuses, qui montrent du doigt la carence humaine, intellectuelle des individus. Puis il y a le monde culturel. Alors là, il y a tous ceux qui parlent de culture. On parlait tout à l'heure de ceux qui ont un message, ils pensent que c'est la culture à venir, c'est leur culture en fait. Parce c'est vrai qu'ils ont une connaissance, mais ils n'ont pas une vision peut-être toujours complète. Et c'est là où il y a un manque. Alors il y a ceux qui sont conscients du manque de culture, ils n'ont pas assez de culture. Ils n'ont pas d'argent pour les spectacles, pour voyager, ils n'ont pas de acheter des livres, etc. Donc à ce moment-là, donc tout se traduit par un manque de culture. Et on crie au monarque, donnez-nous de la culture. C'est une espèce de fatras de fourre-tout, mais qui prouve bien l'isolement, la désespérance, mais aussi, Dieu merci, la gourmandise qu'il a chez les individus, chez les hommes, les femmes, à vouloir connaître plus et davantage. Car ils sont très conscients, dans cette catégorie en tout cas, qui parlent de culture, qui veulent la culture, ils sont très conscients de carences. Ils ne vont pas dire qu'ils sont des cons, mais ils vont dire donnez-nous davantage d'explications, aidez-nous à compléter, à préparer, à compléter notre fond qui nous permettra à nouveau, à notre tour, de vous exprimer. Alors, reste à savoir si cette culture va être offerte, canalisée, contrôlée, justement par ceux que j'appelle les experts. Les experts, aussi bien dans le monde de la société participative, qui désigne ces structures, ces limites sociales, c'est le monde le plus dur qui soit. Hein. Le contrôle, la censure de ce qui doit être vu et abordé pour être bien. Et la gauche est forte là. La gauche est très, mais très forte pour ça. Il y a des limites très précises qu'on retrouve très rapidement. Et puis il y a l'autre partie, qui est celle des politiques de prestige. Alors là, il y a une rencontre, il n'y a aucune cohérence encore entre ces deux types de sociétés qui sont les deux grandes branches. Pour simplifier, disons, le monde des nantis d'un côté avec tout leur vertige, leur passion, leur ivresse que leur donne les moyens, et de l'autre, c'est nos sociétés, souvent de travailleurs, enfin ceux qui doivent besogner, qui n'ont pas de rente, mais qui vivent âprement à leur vie, mais qui veulent vivre aussi, qui sont libres. Et qui est une autre exigence, mais elle est dictée celle-là pour ceux qui veulent leur bien et qui sont prêts à leur distiller une potion, une sorte de ration culturelle idéale telle qu'eux la conçoivent et qui est à la mesure justement de ce qu'ils devraient connaître et qui ne viendrait justement pas gêner les structures qu'ils ont créées qui ficellent l'organisation sociale de leur groupe. Moi, je suis pour une rencontre. Ici, une plateforme locale, c'est ce qu'avait proposé Chaban à l'époque. Je lui ai dit, on va faire de Bordeaux la ville la plus intelligente du monde. J'avais dit, et comme vous y allez, j'ai dit, oui, il faut réunir tout ce qui peut être réuni dans le monde scientifique, artistique, tous ceux qui portent la connaissance, il faut qu'ils viennent l'exprimer, la partager ici, et il faut trouver des systèmes de diffusion afin que le plus grand nombre en profite. Voilà, donc il y a un projet qu'il faut construire, affiner, au niveau d'une plateforme, d'une sorte, on dit Grenelle aujourd'hui, enfin, des rassemblements, qui peut permettre justement cet examen d'une société qui se regarde dans les yeux. Bien sûr, ce ne sera jamais que localisé.
à une ville, mais ça peut être repris et diffusé. En tout cas, ce serait pour le plus grand intérêt des gens qui vivent dans cette sphère, et ça peut attirer énormément de monde qui peuvent venir participer à cette sorte d'exposition du savoir et du vouloir, et puis pourquoi pas l'hédonisme qui peut être également abordé. Je veux dire, il y a un très grand jeu, il y a une très grande fête qui peut se faire au niveau de la dignité spirituelle et intellectuelle des humains, des citoyens. Et ça, à mon avis, c'est important. Le thème qui m'intéresse, que devient l'artiste? Je le disais tout à l'heure, est-ce que l'artiste va devenir l'otage? Certainement, quelque part. Car qui va décider de leur présence? Qui va leur donner les moyens d'être invités dans un musée? Qui va leur donner le moyen de participer à des analyses, à des conférences? Donc l'artiste est un challenge nouveau. Je crois que c'est une question très importante. C'est position de l'artiste, réaction, résistance, refus, et à nouveau, on remet en marche le processus de révolte et de récrimination. C'est-à-dire que l'art va servir à nouveau, comme en 68, de marchepied aux revendications, où on retrouve la notion de liberté, d'expression la plus absolue possible, etc. Car l'artiste ne peut pas rester comme un produit de consommation au service des technostructures sociales ou de ceux qui décident du prestige, de l'intérêt pour le prestige qu'ils colportent, dont ils veulent profiter. Là, il y a à nouveau une position d'artiste otage. Alors le statut d'artiste, à nouveau, peut être fait. Alors moi, je vais encore plus loin. C'est peut-on prévoir des artistes qui, justement, seraient préparés, dans l'avenir, c'est possible, à cette fonction sociale qui permet d'équilibrer en rassurant, en abreuvant le public, le consommateur, de la qualité qu'ils sont censés nous offrir. Qui va décider de la qualité à offrir ce breuvage aux gens? Quel groupe social? Il y a donc une sectarisation de l'artiste qui est souvent pris au piège dans une société qui est mercantile d'un côté et idéologique de l'autre. Je pense que l'art sera toujours pris quelque part dans, dans des issues qui risquent d'être imposées ou douteuses sur le fait qu'ils sont autorisés à vivre ces artistes, mais dans un système qui est comme ça ou comme ça. Tant qu'il y a une dualité, une bipolarité dans la société, droite-gauche, rouge-blanche, pour simplifier l'extrême, il y aura peut-être un équilibre qui se fera. Mais on va toujours vers le souci d'une cohérence, c'est-à-dire si on arrive à l'unité de pensée, la pensée unique, par un statut englobant l'ensemble des individus qui ne pourront pas passer la tête à côté, bien sûr il y aura de l'ordre, mais il y a un risque énorme. Alors peut-être que cette bipolarité actuelle, c'est peut-être le moindre mal pour l'instant, bien que ce soit très discutable. C'est malsain finalement la position de l'art dans la société. Alors il reste les artistes. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut les faire mieux? Est-ce qu'on peut génétiquement les préparer? Après tout, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut les faire à la demande? Il y a tout un monde de fiction que je m'amuse à fréquenter, ridiculement d'ailleurs, parce que cet artiste à venir, il risque quelque part d'être pris au piège. Pour l'instant, il est pris entre le fric et l'idéologie. Après, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas la réponse. Mais peut-être qu'on pourrait le faire sur mesure. Alors ça, c'est le plus inquiétant. C'est pas impossible d'ailleurs. Je pense à l'adaptation. Seulement, on peut donner un coup de pouce et la science est là pour ça. C'est ce que j'aimerais, sans faire de la fiction à bon marché, j'aimerais quand même que l'on pense un peu justement à se devenir que la science qui va à une vitesse extraordinaire, malgré ce que l'on pense, elle peut apporter des modifications transcendantes dans un premier temps, puis devenir tout à fait courante après. Et puis, accumulant le courant avec le courant, on arrive à une situation qui est absolument impensable. Il y a donc une évolution qui peut aller avec une rapidité très variable,
mais dans le sens d'une évolution qui nous échappe complètement. Le tout est de savoir, il y a des questions naïves, que devient l'artiste là-dedans, avec son autonomie, sa perspicacité, son indépendance, son quant à lui, et que deviennent pour le bénéfice, la sécurité, l'équilibre des nations, des êtres, dans l'organisation sociale, que deviennent les individus lorsqu'ils sont assujettis fatalement à un système qui va permettre l'efficacité. L'homme va toujours vers une efficacité, ça s'appelle le confort dans cette époque, n'est-ce pas, la sécurité. Jusqu'où va-t-on arriver à l'installer dans une contrainte qui peut aller vers l'évolution, où le plus grand nombre sera obligé d'adopter les formules les plus étonnantes, les plus inacceptables actuellement, etc., etc. Nous sommes loin du romantisme, des Lumières. Les Lumières éclairent peut-être ça pour faire un mauvais jeu de mots, mais alors si on arrive à ça, ce n'est, me semble-t-il, pas toujours ce que nous voulons. Nous sommes encore dans un système qui n'est pas au-delà de la notion de répression. Une société bien organisée risque de dépasser la notion de répression, c'est-à-dire, comme peut-être la société chinoise, je ne voudrais pas dire trop d'anneries, mais je veux dire qu'il y a un consensus, une acceptation qui est prise par un groupe, par une nation actuellement. Mais je pense que c'est toujours sur la contrainte, à moins que ça ait changé, qu'il n'y a plus un seul homme pour se hérisser. Je crois que l'humanité est foutue. Alors si c'est la réussite qui nous amène à être efficace, productif, répartiteur, logique, équitable, en vue d'une société équilibrée, si c'est pour arriver à ça, de ne plus pouvoir lever la tête pour qui que ce soit, c'est pas la peine. Il vaut mieux continuer dans le désordre dont nous profitons encore actuellement. Tu sais, je ne sais pas, j'ai joué saxo, pas trop mal, puisque j'ai gagné les référendums, on m'a offert en Amérique des séjours. Bon, tu jouais appelé. Enfin, bref, je faisais partie de ces jeunes gens qu'on disait doués. Je faisais les beaux jours du Club Saint-Germain. Je représentais Charlie Parker. J'étais musicien là. Je faisais des travaux de philosophie, théologie en tant qu'auditeur libre. J'allais rue d'Assas à l'Institut catholique. J'avais besoin d'apprendre. J'ai toujours bouffé toute sensation, expérience, connaissance livresque, ébauché ou épuisé. Enfin, et la musique m'a apporté cet autre équilibre. J'avais 2 filles à l'époque. J'avais le saxophone ou les filles. C'est ridicule de dire ça. Mais alors, soit j'avais une ou plusieurs filles pour parler ou pour faire le reste. Une campagne comme ça, cette présence féminine, cette présence de la mère, je ne sais pas. Sensibilité, sensualité tout simplement. Et puis le saxophone. Le saxophone qui lui la musique. Alors après c'est devenu plus compliqué. Après la musique qui m'avait touché, celle des Noirs. Je pense à cette musique que nous aimons, que nous sommes 3 d'ailleurs maintenant par les musiques, et de jazz notamment. Et bien j'ai trouvé là, je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez déjà. J'ai trouvé là cette possibilité. Mais comme à l'époque, mon père, voyant que je partais vers des études qui ne représentaient pas du tout celles pour lesquelles il faisait des frais, c'est-à-dire qu'il m'avait payé des cours à Tube de cours à Bordeaux, où enfin, ça ne m'intéressait plus. Il m'avait dit qu'il faut rattraper le courant. Comme c'était un fabuleux, formidable travailleur qui avait bien réussi. Bon, c'est bien. Il m'avait dit, mon vieux, je te donne des cours particuliers, tu vas écouter très cher, avec le directeur de l'école de commerce à Bordeaux, de Stubzeco, tu vas bourrer et tu vas rattraper HEC à Paris. Tu prends le train en marche à HEC. Alors, ben, je me suis dit, c'est affreux, mais en même temps, je m'approche de la capitale, donc des caves de jazz. C'était un peu vicieux, c'était malhonnête de ma part. Alors, j'ai donc été à Paris, mais ça avait l'avantage de me permettre d'être au contact de cette faune. Et là, j'ai vu toute la bande qui existait à l'époque de la guerre. J'ai donc toute la bande à Beauvoir, Star, tout ça. Puis le jazz qui apparaissait à Paris. Et en même temps, moi, je pouvais faire les études que je voulais, les recherches personnelles, etc. Donc, je bossais comme un fou. J'avais toujours des bouquins à côté, du papier, des petits mots, des textes,
Et de l'autre côté, j'avais mon bignou. J'allais à répétition au tabou. Voilà. Alors mon père a pris connaissance de ça, il m'a dit, non, mais tu te prépares à attraper le temps perdu là. Il voulait que je sois comme lui, représentant haut de gamme dans la métallurgie, dans les voitures. Et il m'a dit, mais moi je suis... Alors quand il a su que j'étais intéressé par les questions théologiques, une notion très large, mystique, n'est-ce pas? Il fallait faire le chemin, il y en avait partout, il fallait tellement... Quand on est jeune, on a tellement de choses à apprendre. Il m'a dit, moi, tu fais ce que tu veux. Il m'a dit, mais moi je ne subventionne pas un curé. C'est beau. Il le disait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de fermeté, parce qu'il savait ce que c'était que le travail. Il partait de chez lui, tout seul, en bicyclette. Il avait réussi sa vie et était un homme très dur, un peu bavard, mais avec un cœur profond. Il demandait que la preuve, c'est qu'il me payait des cours qui lui coûtaient la peau du cul pour rattraper le temps à Paris, etc. Enfin aller à HEC, rentrer. Et moi, je préfère la vie. Alors, il m'a dit, dis-moi, toi, avec ton saxophone. Il m'a dit, tu vis avec ça? Je lui ai dit, non, très mal, mais ça fait rien. J'ai une petite piole, ça me suffit. Eh bien, écoute, alors, donc, je me suis débrouillé seul, j'ai gagné ma pitance mal, mais ma mère m'a envoyé de l'argent, heureusement, un peu, et j'ai fait du jazz. Alors, c'était l'expérience humaine, la plus large qui soit, nous la connaissons tous, parce que nous sommes tous des gourmands de l'autre. On veut savoir. Donc j'ai eu ça à Paris, après l'avoir eu à Bordeaux, évidemment, mais ici. Et donc il y a des bouquins, etc. Le saxophone me permettait de ramasser un peu d'argent, il me permettait de m'envoler dans le monde de la sensibilité. Et là, j'ai commencé à penser au phénomène que représente la sensibilité des individus. C'était le début de toute cette ouverture où je ne sais encore rien, où j'ai toujours envie d'apprendre. Et c'est pour ça que les gens m'aiment peut-être bien, parce qu'ils trouvent chez moi une curiosité insatiable. J'ai commencé cette grande curiosité à l'époque là, jusqu'au moment où, comme je disais à Jean, je suis tombé sur le maître absolu, celui que j'imitais, tout ça, que je suivais, et qui me permettait de trouver le chemin du jazz et le voir du jazz. C'est Charlie Parker qui est venu à Paris. Il est venu faire le bœuf au club Saint-Germain, ça s'appelle, Club Saint-Germain à Paris, et je jouais là. Il s'est mis devant moi, Charlie, et puis j'ai eu un grand sourire comme ça. Bon, je tremblais. Et il avait mis son copain qui s'appelait Max Roach, le meilleur batteur du monde à l'époque, il paraît. Max Roach était assis derrière lui, il m'a dit, let's go, man, we play right now. Il a c'était fabuleux. En plus, comme il jouait tellement fort, tellement puissamment, Max Roach, que la batterie avançait, parce que souvent il y a des pics qui ne prêtent pas dedans. Alors, il m'a dit, hey man, get your ass on the drums, mets ton cul sur la batterie. Évidemment, j'étais encore plus gros à l'époque, et je me suis assis sur la batterie de Max Roach pour lui tenir la batterie qui cavalait devant lui, tellement qu'il jouait fort avec la pédale, les roulements, tout ça. Et Parker était là. Et Parker, donc, à un moment, il me regardait en souriant, comme ça, longtemps, et puis après, il a pris mon bignou, et puis il a joué. Et puis il a fait la grimace, il a essayé de rattraper le bec, tout, ça ne lui convenait pas. Enfin, il a essayé de jouer. Puis il nous a dit, à quelques fans qui étaient là, je vous invite demain à l'hôtel Monceau, où je suis descendu. Il avait invité Franck Thénault, qui était un Bordelais d'origine d'ailleurs, qui s'occupait de jazz à Paris, qui avait fait avec Philippe Aki, salut les copains, à ce moment-là. Il a invité Franck Thénault, il a invité un autre musicien, et puis moi. Il nous a invités parce qu'il avait dit à Paris, je vois des petits gars sympas. Il avait été une fille allemande, et elle avait bouffé chez lui. Et là, il m'avait donné son pec de saxophone. Et voilà. Alors, donc j'étais engagé dans... Et c'est à ce moment-là que j'ai donc vu Parker. Et pour moi, c'était donc l'apothéose d'une époque jazz en tant qu'une éventualité professionnelle. Et j'ai vu Charlie Parker dans les déchances totales, faisant dans ses culottes, perdant son saxophone, vomissant, incontinent, enfin. J'ai dit, alors le Dieu, c'est un choc pour le jeune homme. Moi qui vivais
entre théologie, passion, poésie, musique, jazz, tout ça. Je voyais mon Dieu, je voyais ce Dieu affalé, c'était très impressionnant. On m'a demandé de raconter tout ça, je ne le ferai jamais, parce que ça c'est cassé, c'est qui tout de même peut motiver, et m'a vraiment motivé, parce qu'il avait rêvé longtemps de sa musique, je l'imitais, tout ça, et puis bon. Et de voir ce type affalé sur le trottoir avec son manager qui le secouait, il était fou de courir, il tirait sur le pavé, c'était pour moi terrible. Alors c'est là où le petit provincial, le landais, le Bernais a réagi, je me suis dit, il faut que je rentre, je vais faire du bateau, je garde le saxophone, tant pis pareil, je vais me passer de ça, et puis on verra après. Donc je suis rentré, et ma mère en plus était neurasthénique, parce qu'elle était fils unique, et elle était malade, malheureuse. Alors mon père avait repris contact avec moi, il m'avait dit, fais quand même un effort pour voir ta mère, elle ne va pas bien. Alors, il y avait aussi cette raison, c'était revenir. Alors ça tombait bien, puisque moi-même je voulais faire, pas un comeback, mais arrêter un peu la folie, mon excitation, et refaire le poids. Alors pour moi, c'était l'océan, le bateau à voile, le foie gras, un peu au cou, enfin la vie et le bien-être de ces pays, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors le jazz, à ce moment-là, je l'ai arrêté, j'ai recommencé à en faire ici, avec des bordelais, dans une cave, comme toujours, le jazz, il ne peut pas être autre que d'une cave. Eh bien, c'est très simple. C'est Boris qui m'avait embauché. J'étais le jeune homme qui se faisait, l'altiste qui se faisait à l'époque. Il y a des modes comme ça, il y a le petit jeune homme qui marche bien. J'étais le bon altiste de l'époque. Il y avait Hubert Folk qui était pour moi un gars très doué, je le trouvais très bien. Et j'étais au classement de downbeat et du jazz, je ne sais pas quoi, il y avait une revue qui s'appelait Jazz. J'étais premier, second. Alors, je jouais avec Claude Bolling aussi, je faisais pour gagner. Je faisais les soirées élégantes parisiennes. Et c'est très important, n'est-ce pas? Avec Claude Bolling, j'ai joué avec Jacques Danjean, qui était le genre King Cole. Et alors, j'ai fait une tournée en Allemagne avec lui, merveilleuse d'ailleurs, pour les troupes américaines. Voilà, donc j'étais musicien, alors ça me permettait d'avoir ma vie, mes sensibilités, et puis mon saxophone, et ça c'était très important. Alors après, il y a eu plus d'exigences, je simplifie, pardonne-moi, simplifie, il y a eu le regard sur la musique, tout simplement, en tant que phénomène sensoriel et bien d'autres manifestations. Alors là, j'ai repris à la base une connaissance musicale plus large, c'est-à-dire j'ai bouffé tout ce qu'on pouvait bouffer dans les œuvres classiques, j'avais déjà une bonne portion. J'ai travaillé l'harmonie, le fugue, le contrepoint, mais c'est rentré, c'est sorti. J'avais des facultés à apprendre rapidement, mais ça foutait le camp si vite. C'était pas grave, je n'avais pas besoin. Par contre, j'ai vu apparaître à l'horizon une bande de fous formidables, dirigée par Pierre Schaeffer. C'était le groupe de recherche musicale de l'RTF, avec Ferrari, avec Bale, avec Parmigiani, Stockhausen qui venait, souvent. Il y avait donc un groupe subventionné par le RTF à Paris de recherche musicale. C'était le début de cette notion de recherche. La recherche, après la guerre, est apparue dans des micro-groupes confidentiels, officiels mais confidentiels. Et je me suis approché de ça, je tapais à la porte, et je leur ai demandé s'ils pouvaient suivre un stage avec l'information avec eux. J'ai connu Pierre-Henri, là d'ailleurs, qui était lui déjà installé à travailler à part égale avec Pierre Schaeffer. Et moi, j'ai été un petit jeune homme de passage, enfin, peut-être plus qu'un jeune homme. Et donc, j'ai appris tout ça. Alors, ça a été l'apprentissage de la musique sur le plan fondamental. Ça a été la manipulation des magnétophones. L'apprentissage de la bande, on coupe, on taille, voilà. La musique électronique, qui est un peu abordée. Et puis, il y a eu des concours. Il y avait un concours qui est mort depuis,
C'était l'œuvre musicale expérimentale, qui est déjà différente, la plus originale, je sais quoi. Enfin, j'avais monté un truc qui s'appelait Le Bignou et le Labo. J'avais pris mon saxophone, je m'étais enregistré, j'avais tripoté, fait un tas de mélanges, etc. Et j'ai présenté cela au concours international qui était fait par Thévenot, un homme de l'ORTF, qui faisait ça avec beaucoup de courage tous les ans. J'ai gagné le prix. J'ai gagné le prix, c'est allé aux États-Unis, c'est allé, la bande était aux États-Unis, c'est allé à Hambourg, où il y avait une finale, je ne sais plus quoi, et j'ai eu le prix. Je me suis dit, bon, c'est pas grand-chose, parce qu'il y avait beaucoup de catégories. Moi, c'était dans le cadre de la musique expérimentale, voilà. Alors, donc, c'est mon expérience musique expérimentale, une connaissance de manipulation d'un côté, une approche de la musique en général, un côté cognitif de la musique, de façon plus large et humaine, et puis la mise en piste d'expression, de réalisation d'œuvres, je n'ose pas appeler ça des œuvres, mais en faisant participant à cela, voilà. Puis après j'ai plus fait ça. Et alors Sigma est né de ça. Après, c'est le monde que je découvre, il y en a partout, le théâtre de l'absurde, nouveau cinéma. Je vois que le monde a bougé. La guerre nous avait privé de tout ce qui pouvait venir de l'extérieur. Il y avait un retard fabuleux. Donc, je me suis dit, mais nous sommes au pied d'une nouvelle époque, c'est évident, et rien ne bouge. Alors, l'histoire, après, c'est très simple. Avec tout mon petit bagage, ce souvenir, je vais carrément voir le maire de Bordeaux. Et je lui ai dit, monsieur le maire, il se passe plein de choses dans le monde. Ah bon? Mais la guerre est finie, vous savez, mais c'était le plus gros morceau. Justement, je lui ai dit. On n'a rien eu à cause de la guerre. Mais maintenant, tout marche. Beaucoup d'idées sont là. Il y a Marcus, Lévi-Strauss, il y a Sartre, il y a plein de choses. Théâtre, la musique électronique, la musique numérique, enfin, je ne sais plus. Bon. Il se passe plein de choses, c'est merveilleux, il faut l'offrir au public bordelais. J'ai toujours la même idée d'ailleurs dans ma tête, c'est toujours d'offrir. Il me dit oui, c'est intéressant tout ça. Fait, écoutez, mon vieux, faites-moi un projet, on verra. J'ai fait un projet et 2 ans après, et 2 visites, il m'a dit c'est intéressant, on va voir ce que pensent les Bordelais, on va essayer de faire quelque chose avec vous. On va voir si, alors il m'avait dit, on va voir si vous êtes des gens sérieux. Je lui ai dit, mais c'est que nous sommes très sérieux, mais dangereux. Je lui ai dit, ah ben c'est parfait, moi ça me convient. C'est quand même agréable d'entendre ça. Alors, donc, un premier projet, et un premier Sigma, un scandale, absolument. Je ne m'arrête pas là-dessus parce que... Non. Et puis il dit, non, on va continuer l'année après. Il a tenu bon. Deuxième, première année, 3000 personnes, je crois, public. Après, il y a eu 6000, on est passé à 10 000, puis on est passé à 20 000, puis à 50 000 spectateurs tous les ans. 50 000, puis peut-être plus, je ne sais pas. J'ai beaucoup voyagé. J'ai passé mon temps, parce que ça, il faut. Les gens qui programment maintenant, ils regardent les catalogues, les prix et les journaux. Et voilà, moi j'ai été gratté. J'ai été à tous les festivals, j'ai été dans tous les bouches, tous les bordels où il y avait ceci, cela, dans tous les petits théâtres, en Espagne, en Europe. Puis après, j'ai été en Amérique couramment. J'ai été tout le temps aux États-Unis. Je me suis associé avec un prof d'université fou de théâtre là-bas, une femme délicieuse. Et on a établi tous les deux un bureau commun. Et elle a dragué l'Amérique. Et quand elle avait repéré ce qui avait intéressant à New York et en Californie, elle me faisait mon voyage. Et après, j'allais faire le moucha. Ce qui fait que pendant des années, j'ai sillonné l'Europe dans les groupes culturels, dans les groupes artistiques, dans les boîtes, dans les caves, là où il y avait des concerts secrets, pas secrets, des gros, des grands. En Amérique, j'ai également été faire le moucha, observer, renifler. Et comme ça, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai vu la côte californienne, c'était l'après-épi, n'est-ce pas? Et là, je me suis fait l'idée du monde. Cette dynamique qu'il y avait. Donc j'avais un vivier fabuleux.
Je l'avais en Europe, et c'est pour ça que j'étais le seul peut-être à avoir une vision comme ça. Beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup. Il faut curer. Hein, voilà. Là même à New York, j'ai fréquenté éperdument tous les groupes de Bowery avec les plasticiens, où je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de copains, garçons et filles. Voilà, donc le vivier. Un copain me dit en Angleterre, il me dit, tu devrais, Charles Murphy, tu devrais venir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Il m'a dit, il y a Liverpool, il y a ceci, les Beatles, tout ça, bon, mais il y a un groupe de types épatants, tu vas venir. Je lui ai dit, d'accord, mais viens, ils répètent dans un garage, ils ont trouvé un garage, ils sont trois, là, viens les voir. Alors, je file à Londres, et ils m'amènent dans un garage, à la banlieue de Londres, et là, je vois ces trois types avec particularité Pink Floyd, quoi. J'avais jamais entendu ça. Et là, j'ai dit, bon, il n'y a pas de doute, c'est des types, ils sont bourrés, ils sont habillés, enfin, ils ont ce qu'il faut, quoi, tout ça. Ah, ben, tu sais, ils ne demandent pas de pognon, ils voudraient venir sur le continent. Ils ont déjà de vagues contacts, mais ils ne sont pas sortis, ils ont besoin de sortir. Alors, si tu peux leur donner un coup de main, alors j'ai dit, d'accord, on va payer l'essence pour le van, et puis on va leur donner un hôtel, une étoile à Bordeaux, et puis 3000 francs, je crois. 3000 francs, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui 500 euros, chose comme ça. Ils étaient fous de joie. Enfin, fous, les Anglais ne sont jamais fous de joie. Ils sont heureux, ils le disent, mais ils ne sont pas fous. Alors, ils sont venus à Bordeaux comme ça. Et ils ont joué devant 292 personnes. Il y avait Roland Kirk, saxophoniste américain aveugle. C'est des questions épouvantables parce qu'elles sont infiniment et pointues et polarisantes. D'accord. Oui, ce sont des conseils. C'est pas des conseils, je peux sortir que des réponses bateaux si tu veux, parce que c'est des thèmes. Être humain, être eux-mêmes. Mais le plus loin possible. Être honnête avec eux-mêmes. La notion de l'honnêteté, évidemment, on peut l'examiner. Honnêteté. Mais il y a une façon d'être honnête avec soi-même par l'exigence que l'on a sur la prévision du chemin que l'on entrevoit pour soi. Et ce chemin, il faut essayer de l'établir avec les modifications qui peuvent lui imposer des modifications, mais il faut quand même l'établir et essayer de s'y tenir. En ne se décourageant jamais, tant que faire se peut. Ce qui ne veut pas dire que la tristesse, le drame, d'échec, d'impossibilité à acquérir ceci ou cela qui semblait pourtant essentiel, ne doit jamais, ce problème-là que ça crée, ce manque, cet échec, ne doit jamais assombrir complètement le projet. Prédomine le désir de faire, tôt ou tard, ce que l'on doit arriver à faire fatalement. Il faut parler à l'inévitable fatalisme que l'on s'impose. Il faut choisir. Évidemment, c'est facile de dire ça. On peut être désespérément gai et optimiste ou désespérément sinistre. La morbidité n'est pas interdite, mais il ne faut pas qu'elle vienne gêner, bien que des œuvres nombreuses en littérature sont l'inverse, n'est-ce pas? L'autodémolition sont à la base même d'un talent. Je trouve que tout est bon à prendre à la mesure où l'on vit avec, où l'on peut se dépatouiller. Je pense qu'on n'est jamais assez exigeant avec soi-même. Il faut toujours éviter la crispation sur soi avec l'ambition qui est un moteur indispensable. Mais il ne faut jamais s'imposer, se crisper sur une attitude qui va devenir nuisible. Et là, on fait preuve de sottise de comportement. Ça va être nuisible à ce que l'on souhaiterait obtenir, qui est souvent confus.
Parce qu'il y a une part dans l'ambition qui est précise, il y a des repères, des accès à des paliers qui sont concrets dans l'évolution de l'anarchie, mais il y en a d'autres également que l'on ignore. Donc c'est ce qu'il va falloir protéger. C'est le moi que l'on sera là où on n'est pas encore. On ne peut pas savoir ce qu'il sera. Il faut rester disponible, mobilisé à l'attention de soi et des autres. Je pense qu'il y a là aussi une double nature qui consiste à vivre, à respirer pleinement, mais autant pour soi que pour les autres, et autant pour les autres que pour soi. Peut-être que ceci explique pourquoi les autres m'aiment bien comme du genre de mon espèce, parce qu'ils se disent, oh, il y a une chanson française qui dit « Il est des nôtres », c'est peut-être ça. Ça fait partie d'un type d'individu. Je n'ose pas dire race parce que c'est à la fois prétentieux et ridicule. Une anthropologie tout à fait discutable. Et je pense qu'il y a la réponse. Voilà. J'ai aussi fait de l'avion, j'ai fait beaucoup de voltige aérienne. Alors c'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué. Ça c'est une question physique. C'est-à-dire le corps avec du sang qui va, quand on fait de la voltige, d'abord il faut apprendre, il y a les techniques, il faut les maîtriser. C'est un défi. Je suis pour les défis, j'aime bien les défis. Mais que ceux où je sais, il y en a je sais que j'y arriverai jamais. Mais l'avion, oui, j'ai fait la voltige, j'ai fait l'école de Saint-Heure, c'était un moment, une coquetterie dans ma vie. La voltige m'a beaucoup touché parce que c'est impressionnant de se mettre en l'air, avoir les effets de pression avec le sang qui va à la tête, si on fait un vol d'eau, si on fait un tonneau, tout ça. Je voulais voir, c'est le grand jeu, c'est le jeu dans la pièce la plus grande qui soit. C'est absolument fabuleux. Et j'ai pas mal volé, hein. J'ai des centaines, j'ai 1500 heures de vol. J'ai d'ailleurs été en Espagne avec Michel en avion, à l'époque je pilotais. J'ai fait cette école de Saint-Ouen, parce que si on me parle de peur ou de gigantisme, je ne peux pas ne pas parler de l'aviation ou de la mer. J'ai fait de la voile, je suis champion de régate aussi. J'étais présélectionné olympique en voile. Parce que j'ai une tocade dans ma jeunesse comme ça. Il fallait que j'aille au bout. Et j'ai acquis des compétences, des classifications. Et l'avion, le bateau et l'avion beaucoup. L'avion, vraiment, j'ai la nostalgie de ça, de cet espace, et surtout de me retourner les pinceaux. Avec ce gros cheval qu'est l'avion, c'est comme un cheval, on est attaché, et puis on envoie 500 kg, qu'est-ce que je dis, 3 tonnes, on l'envoie en l'air avec des aiguilles, se promène. Il y a un panorama formidable d'aiguilles qui sont le fruit des techniques des hommes et qui accompagnent chaleureusement, amoureusement ton séjour dans l'absolu de ce moment. Et ça, les aiguilles, quand tu fais un tour, tu retournes à l'avion, tu as devant toi les instruments parce qu'il ne faut pas les perdre de vue quand même. Moi, je ne sais pas s'il faut pour voler au cul. Hein. Et puis, on regarde et on voit que la ligne d'horizon, c'est une impression hallucinante. On a cette sensation que lorsqu'on s'évanouit, ou lorsqu'on a un vertige, ou lorsqu'on fait un cauchemar. Et là, le cauchemar, on se l'écrit, on y est dedans. Donc, elle est le maître. Il y a un côté un peu défiant. Je veux dire, il faut reconnaître sa manque de simplicité. Mais je ne comprends pas pourquoi ceux qui font ça, tous ces pilotes, ils connaissent un monde qui est irremplaçable. Ils ne parlent pas. Ils n'ont plus à parler. Ils ne veulent qu'une chose, c'est se retrouver face à cette grosse bête d'acier qui cligne les yeux avec ses petits instruments, qui fait du bruit, qui grince partout, qui est le fruit du travail des hommes. Tu vois, ça entraîne une quantité de considération, de concepts, d'efforts, de réalisations qui sont dus aux individus, qui est extraordinaire. Et c'est toi qui en as le bénéfice à ce moment-là. Tu en fais ce que tu veux, dans la mesure où ton mental, ton physique, ton ambition te le permettent. Donc c'est le défi absolu. C'est la peur, c'est la rencontre avec la peur, mais une peur qui est mesurée, puisque tout a été prévu pour ça. Mais il n'est pas sûr que ça se passe bien.
Il va rester toujours cela. Alors, entre la crainte qui est toujours la menace à chaque fraction de seconde et l'émerveillement qui est omniprésent pendant toute la durée de cette absence de la terre-mère, c'est très extraordinaire. Tu poses cette question, c'est la première fois qu'on me la pose, mais je suis heureux de pouvoir dire, c'est une sorte d'hommage aussi à ceux qui se trimballent dans l'air avec le plus lourd que l'air, comme on dit, n'est-ce pas, et qui balancent tout ça. Donc j'ai connu beaucoup de... J'ai fait l'école de Saint-Jean un peu, j'étais à côté de Dijon. Alors moi j'étais un amateur, j'ai toujours été amateur finalement, tu vois. J'étais là pendant un peu sur mon temps, pendant quelques jours. J'étais entraîné dans l'aéroclub ou avec le contrat que j'avais à l'armée pour voler un peu le dimanche matin. Donc j'avais une formation comme ça très épisodique. J'ai fait cette école pour me débarrasser de ça. Voilà, j'ai fait aussi un peu de course automobile à l'époque, mais j'ai arrêté parce que j'ai eu un accident de voiture lors de la course et ma belle-mère, je l'ai mariée, m'avait dit, écoutez, vous avez failli vous tuer, si vous continuez comme ça, je reprends ma fille. Et j'ai arrêté la course automobile, d'ailleurs je n'étais pas passionné. Mais j'avais fait, c'était une expérience. Donc je m'étais beaucoup habitué à Michel, on comprend pourquoi, et j'ai bien fait. Donc j'étais un peu un touche-à-touche, un bricoleur en fait. Mais j'étais au fond de ce que pouvait m'offrir ce type de fréquentation, technologique en général. Mon beau-frère disait toujours de moi, finalement, vous faites du sport, mais en technicien, il disait. Je crois que c'est ça. Je me servais d'une technique pour faire du sport. Mais les sports, c'est pas ce qui m'intéressait. C'était surtout le fait de l'affrontement dans une équipe, dans un lieu qui m'est offert par la nature, par le ciel, par Dieu. Tu vois, c'est ma position de croyant, là. Alors, c'était notre problème, là. On risque de s'enfoncer dangereusement dans l'approche mystique. Alors je résumerai en disant simplement que Dieu met une préoccupation de tous les instants. Non pas que je parle de lui tout le temps, mais je sais que je suis toujours en mouvement, grâce et avec lui. Et je le considère autant pour moi que pour les autres. Donc une considération, une approche de la vie d'autrui et de la mienne qui passe fatalement par une notion, pour simplifier et réduire en même temps, une solution, une considération généraliste de l'univers. Et je veux dire que c'est à cette mesure que je suis heureux, parce que je me sens comme citoyen du microcosme. C'est une phrase banale, mais elle est très importante. Pour moi, elle définit vraiment mon bonheur. C'est pour ça que j'aime flâner, rêvasser, laisser aller les choses, les images. Et là, je sais que le mot ne me revient pas. Mais si j'y pense, c'est le cas actuellement, je traduis par « je suis un citoyen de l'univers ». Merci Dieu, si Dieu il y a, merci d'avoir fait ça, puisque j'y suis bien dedans. Je reste curieux, gourmand, désireux, envieux de poursuivre, le plus tard possible, jusqu'à ce que les échéances ne soient pas trop humiliantes, il vaut mieux arrêter avant. Mais j'y suis, j'y étais, j'y suis toujours, j'y suis encore un peu. Et ça, c'est merveilleux. Alors peut-être c'est cette foi aussi qui peut plaire à certaines personnes, pourquoi pas. Et ça, c'est une réponse à ta première question. Pourquoi les artistes m'aiment bien? Parce qu'ils disent, après tout, comme on est tous pareils, à la différence que lui, il a le culot ou l'obscénité d'essayer de le dire.
Merci.